Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thibault Michel, chercheur au Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Il a récemment publié une étude intitulée « La nouvelle politique énergétique des États-Unis, domination énergétique ou repli ». Thibault Michel, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, merci. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé plusieurs décrets présidentiels concernant l'énergie et a créé une nouvelle institution baptisée National Energy Dominance Council. D'où vient le concept de domination énergétique et quel est le rôle de cette nouvelle institution ? Alors effectivement, ce concept de domination énergétique, d'energy dominance, il a été développé par Donald Trump dès 2017 dans le cadre d'un discours qui était baptisé Unleashing American Energy, donc libérer l'énergie américaine. Il a été développé à l'époque en collaboration avec Rick Perry, le secrétaire à l'énergie. Et jusque-là, on parlait plutôt d'indépendance énergétique ou de sécurité énergétique. Mais ce concept de domination énergétique, il va au-delà, puisqu'il entend utiliser l'énergie comme un outil à la fois commercial et géopolitique. Commercial pour booster l'économie américaine en accroissant ses exportations notamment de pétrole et de gaz, et géopolitique pour disposer d'un levier de pression sur un certain nombre d'acteurs à l'international, via cette fourniture d'énergie. Et évidemment, cette idée s'adosse aux ressources énergétiques dont disposent les États-Unis, notamment dans le domaine fossile, c'est-à-dire principalement sur le pétrole, le gaz et le charbon. Et ce potentiel a été encore renforcé à partir des années 2010 avec l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis, qui ont refait du pays un grand producteur de gaz et de pétrole. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se servir de cette énergie, notamment du gaz naturel, pour l'exporter sous forme de gaz naturel liquéfié et d'accroître les exportations américaines pour exercer cette forme de domination. Le National Energy Dominance Council, comme vous l'avez dit Marc, il a été créé cette année par Donald Trump en février via un décret sur le modèle qui existait du National Security Council et du National Economic Council. Selon le décret présidentiel en question, il est composé d'un peu plus d'une quinzaine de ministres ou de directeurs d'agences et il est présidé par le secrétaire à l'intérieur, Doug Burgum, assisté du secrétaire à l'énergie, Chris Wright. Il a pour directeur exécutif aussi Jarrod Hagan, qui est un personnage important à ce niveau-là. Au niveau de ses équipes de travail maintenant, on a eu peu d'informations sur son fonctionnement exact, sur les équipes qu'il comprend, mais des remontées qui ont été faites depuis l'administration Trump elle-même. Il semble qu'il se compose d'une dizaine de personnes qui sont installées à la Maison-Blanche et qui ont pour mission vraiment d'accélérer au maximum toutes les procédures d'autorisation, ce qu'on appelle en bon français le permitting des infrastructures énergétiques aux États-Unis. Donc c'est tout ce qui est notamment oléoducs, gazoducs, terminaux d'exportation de gaz naturel, centrales nucléaires. L'idée, c'est vraiment d'accélérer le déploiement de ces infrastructures via ce conseil, et ce conseil est, entre guillemets, véritablement l'instrument qui doit permettre de matérialiser cette domination énergétique. Donald Trump ne cesse de répéter dans tous les domaines qu'il souhaite déconstruire l'héritage de Joe Biden. Comment est-ce que cela se traduit dans le domaine de l'énergie ? Alors, effectivement, le président Trump a énoncé de nombreuses critiques à l'encontre de Joe Biden. Il a bâti tout un discours autour de cette idée, l'accusant notamment d'avoir fait monter les prix de l'énergie ces dernières années. Donald Trump et ses proches expliquent aussi régulièrement que le président a hérité d'un système électrique extrêmement dégradé, car Joe Biden avait fait des choix idéologiques en retirant notamment certaines centrales à charbon du système énergétique, en favorisant le solaire et l'éolien au détriment des autres sources d'énergie. La position initiale était réellement celle d'une administration qui se défendait de tout choix idéologique sur l'énergie, en les attribuant à l'administration Biden et en expliquant que finalement le marché allait arbitrer entre les différentes technologies et que les choses allaient se faire d'elles-mêmes sans qu'on ait besoin de faire cet arbitrage de manière politique. Cette logique, elle a donc donné lieu à une réduction, voire à une suppression de certains des crédits d'impôt qui avaient été mis en place par le président Biden dans le cadre de l'Inflation Reduction Act de 2022. Elle a principalement visé les projets d'énergie solaire et éolienne, ainsi que les véhicules électriques.
Et cette action contre les véhicules électriques, elle est présente globalement depuis le début du mandat Trump 2, et elle a sans doute été encore renforcée par l'affrontement auquel on assiste depuis plusieurs mois entre Donald Trump et Elon Musk. Mais là où l'argument de l'absence de parti pris idéologique ne tient pas vraiment, c'est que l'administration Trump ne s'est pas contentée de rétablir une égalité de traitement entre l'ensemble des sources d'énergie. Elle développe aussi un certain nombre de mesures d'entrave au développement des projets éoliens et solaires. Là où, comme je l'expliquais, on cherche à accélérer au maximum via cet Energy Dominance Council les procédures d'autorisation pour les projets d'énergie fossile, on instaure au contraire de nouvelles règles pour les projets éoliens et solaires qui font l'objet de revues systématiques par le département de l'Intérieur à chaque étape de leur développement. Cette règle, elle a été instaurée en juillet et elle faisait suite à un décret du président Trump qui appelait à supprimer, à limiter le développement des projets éoliens et solaires qui étaient qualifiés d'énergie non compétitive et contrôlés par des puissances étrangères. Oui, vous donnez des exemples d'ailleurs dans votre étude, avec des projets notamment d'éoliens en mer qui ont été stoppés du jour au lendemain quasiment. Tout à fait, oui. Au niveau des énergies renouvelables, on a une vraie distinction qui est faite entre les énergies pilotables, comme l'hydroélectricité ou la géothermie, dont vous pouvez finalement définir le niveau de production à un instant T. En revanche, pour les énergies intermittentes, comme le solaire et l'éolien, dont vous ne pouvez par essence pas choisir le niveau de production à un instant T, puisqu'il est lié aux conditions météorologiques, on a un vrai désintérêt de la part de l'administration. Et on explique que ces énergies ne sont pas intéressantes parce qu'elles ne sont pas fiables et pas compétitives du fait de leur intermittence. Il y a un point qui m'a surpris dans votre étude, qui est illustré par de nombreux graphiques et des cartes que vous avez fait en partie vous-même, donc bravo pour avoir fait ce travail. C'est un graphique en particulier qui montre que sous l'administration Trump 1, la production de charbon aux États-Unis avait baissé considérablement dans le sillage des administrations Obama, mais qu'en revanche, ça avait repris sous l'administration Biden. Alors, ce n'est pas nécessairement l'image qu'on garde de l'administration Biden. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? Tout à fait, c'est vraiment paradoxal au premier abord, cette situation où on a vu la production de charbon diminuer sous le mandat Trump 1. Mais il faut comprendre que cette baisse résultait avant tout de facteurs non politiques. Elle n'était pas liée à une ambition de Donald Trump ou à une politique précise en la matière. Finalement, on est sur un mouvement structurel qui remonte aux deux mandats précédents, c'est-à-dire les mandats de Barack Obama, avec une forme de continuation de ce phénomène. Elle n'était donc pas tant liée à des facteurs politiques, mais plutôt à des facteurs économiques exogènes, à savoir qu'à cette époque-là, notamment donc entre 2017 et 2021, on avait un prix du gaz relativement bas, qui a conduit à une réduction de consommation du charbon, notamment aux États-Unis. Les investisseurs étaient aussi davantage intéressés par placer leurs investissements dans des actifs de production renouvelables que dans de nouvelles capacités de production électrique au charbon, qui était perçue comme une énergie moins d'avenir sur laquelle miser, et on lui préférait plutôt les énergies renouvelables. On a aussi eu une consommation moins importante de charbon à l'époque, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, ce qui a engendré une réduction de la production et des exportations américaines. Il faut y ajouter aussi, à partir de 2017, une concurrence internationale sur le charbon plus forte, avec l'augmentation de la production de certains autres pays, à savoir notamment l'Indonésie, dont la production et les exportations se sont fortement accrues à partir de 2017. De la même façon, la hausse qui est survenue sous Joe Biden s'explique par des facteurs économiques. Les prix du gaz sont fortement remontés, notamment en 2022. Ils ont rendu le charbon meilleur marché, et cette situation a entraîné une reprise de la production et des exportations américaines avant une nouvelle baisse ces dernières années. Car on se trouve finalement dans un phénomène structurel de déclin du charbon américain, notamment du fait de la réduction de sa part dans le mix électrique et dans le mix énergétique national des États-Unis, donc vraiment un phénomène de long terme. Toutefois, cette industrie du charbon, malgré le fait qu'elle soit en déclin et qu'elle ne représente désormais plus qu'environ 45 000 travailleurs à l'échelle du pays, elle reste extrêmement sensible et elle reste un réservoir de voix aux États-Unis. Parce que ces travailleurs sont, pour certains et pour un bon nombre d'entre eux, concentrés dans des États clés, comme la Pennsylvanie, qui est un swing state, comme également dans des États peu peuplés, comme le Dakota du Nord, comme la Virginie occidentale, mais qui États peu peuplés, mais qui, en raison du modèle de représentation politique aux États-Unis,
pèsent autant que les autres au Sénat, puisqu'au Sénat, on a 2 sénateurs par État, peu importe la population de l'État, ce qui différencie le Sénat de la Chambre des représentants. Donc ces États pèsent autant que les autres. Ils sont aussi importants, notamment pour les républicains, lors des élections générales. Et donc pour les administrations, qu'elles soient républicaines ou démocrates, il convient de ménager cette industrie, d'autant que la fermeture de mines de charbon est devenue un symbole de la désindustrialisation du pays et de cette mondialisation qui est perçue comme injuste par un certain nombre d'électeurs américains. Un des objectifs de l'administration Trump est de conforter la place de leader des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Or, on le sait tous, c'est un domaine qui est extrêmement énergivore. Le système électrique américain présente quelques failles, on va dire. Je ne sais pas si le terme est bon, vous me direz. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce système électrique sera capable de supporter les besoins croissants en électricité que requiert le développement de l'industrie numérique ? C'est une question centrale en effet. Alors pour replacer un peu de contexte au niveau du système électrique américain, on est sorti à partir de 2020 d'une décennie de croissance très modérée, voire de stagnation de la demande en électricité aux États-Unis. C'était le cas aussi dans l'ensemble globalement des pays de l'OCDE, mais aussi, également aux États-Unis. Et on est passé à partir de 2020 sur des taux de croissance annuels qui ont augmenté progressivement. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la capacité électrique installée des États-Unis, c'est-à-dire les actifs de production d'électricité, on observe que sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation relativement modérée de 15%. Ces 15%, c'est substantiel, mais ça reste inférieur, par exemple, à ce qu'on a eu en France à la même époque, avec 20%, ou en Allemagne, 24%. Donc finalement, cette hausse modérée de capacité de production électrique, elle était tenable dans un contexte de faible hausse de la demande. Cette demande en électricité s'accélère. Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, on a eu 5% d'augmentation de cette consommation d'électricité aux États-Unis. Pour les prochaines années, l'Agence américaine de l'énergie anticipe plutôt 2 à 3% de croissance annuelle d'électricité. Donc vraiment, on a une accélération du fait notamment de cette industrie du digital, des data centers et de l'intelligence artificielle qui tire cette consommation vers le haut. Donc il va falloir évidemment avoir pour l'administration américaine, pour le système électrique américain, davantage de capacité de production. Ce qu'il faut noter également, c'est que la plupart des ajouts réalisés ces dernières années étaient des ajouts d'éolien et de solaire, qui constituaient les 2/3 de ce qui a été ajouté ces 10 dernières années, qui constituent également la majorité des capacités à venir pour les 5 prochaines années. Donc ils auront un rôle crucial à jouer dans cet accroissement de capacité électrique. Et on l'a dit, l'administration met peu de priorité sur ces 2 sources d'énergie. Donc il est à attendre que les capacités qui sont prévues pour ces 2 sources d'énergie soient revues à la baisse. La question est donc de savoir ce que va proposer la nouvelle administration pour combler ce vide très probable à venir en termes de capacité électrique. Alors on a eu le charbon qui est évoqué via la prolongation des centrales à charbon existantes, mais ce sont des centrales qui sont pour la plupart très âgées, qui sont peu rentables économiquement. Il y a la question évidemment du nucléaire aussi, qui est un des objectifs, me semble-t-il, de l'administration Trump, de développer considérablement cette technologie nucléaire. Tout à fait. Le nucléaire est une des grandes ambitions de cette nouvelle administration. La problématique étant que le développement de nouvelles capacités nucléaires, tout comme dans une moindre mesure de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de gaz naturel, va prendre un certain nombre de temps. Pour le nucléaire, on n'attend pas de nouveaux ajouts de capacité avant 2030 au plus tôt. Pour le gaz naturel, on a un phénomène aujourd'hui d'engorgement des carnets de commandes des fabricants de turbines à gaz, parce qu'on a un grand nombre de pays à travers le monde qui cherchent à développer de nouvelles centrales à gaz. Donc les projets de centrales à gaz pourraient être repoussés dans le temps, que ce soit les projets existants ou de nouveaux projets qui seraient développés. On a aussi la solution de l'hydroélectricité ou de la géothermie, mais les capacités du pays ont très peu progressé ces dernières années sur ces 2 domaines. Et pour l'électricité, on a un potentiel contraint du fait des effets du changement climatique qui limitent le niveau d'eau disponible dans les barrages américains. Donc on pourrait, suite à ce phénomène, si la capacité de production électrique était insuffisante, devoir pour l'administration réévaluer un certain nombre de ses ambitions sur l'intelligence artificielle et sur le développement de l'industrie du digital.
Mais une autre problématique, c'est que si la production est portée à un très haut niveau, disons à moyen terme, encore faut-il que le réseau tienne. C'est la problématique de la résilience du réseau. On a vu récemment des coupures d'électricité au Texas, par exemple, et il y a tout un passage dans votre étude sur les lignes à haute tension. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors, une des problématiques à mentionner en la matière est le fait que le réseau électrique américain fait effectivement face à un certain nombre de failles avec des coupures d'électricité régulières, un certain nombre de stress sur vraiment un stress sur le réseau qui est présent. Le fait qu'on a très peu de lignes installées ces dernières années, le total de lignes a grandement diminué, et on a surtout un manque de planification à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les États ont plutôt tendance à utiliser les fonds dont ils disposent pour développer des lignes à l'échelle de l'État, et on a très peu de connexions entre États et surtout entre grandes régions électriques américaines. Ce qui fait que ces régions électriques ne sont pas en mesure de recevoir un soutien suffisant. C'est notamment le cas du Texas, qui n'est quasiment pas interconnecté au reste du pays, ne peuvent pas recevoir un soutien suffisant en cas d'insuffisance de production à leur niveau. Ils ne peuvent pas recevoir de soutien extérieur, ce qui était responsable notamment du bilan de cette coupure d'électricité que vous mentionniez en 2021 au Texas, qui a causé un bilan très lourd en la matière. Et il ne semble pas qu'avec la nouvelle administration, qu'avec notamment les nominations qui ont été faites à la Commission de régulation d'énergie américaine, qu'on se dirige vers davantage de planification à l'échelle nationale. Une partie de votre étude est consacrée au One Big Beautiful Bill Act. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler à nos auditeurs ce qu'est cette loi et quelle est sa portée dans le domaine énergétique ? Alors effectivement, ce One Big Beautiful Bill Act, dont le nom est un peu long et que les Américains abrègent généralement en No Freebie, est une loi budgétaire qui a été votée à l'initiative de Donald Trump et promulguée le 4 juillet dernier. Elle prévoit notamment une augmentation des budgets de la défense et de la sécurité aux frontières, tout en réduisant les dépenses liées à la santé, notamment au Medicaid, ainsi qu'à l'énergie. Sur le plan énergétique, elle a instauré la modification et dans certains cas la suppression de crédits d'impôt pour le développement des sources d'énergie décarbonées, qui avait été mis en place par Joe Biden dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, l'IRA, en 2022. Vous aviez par exemple un crédit d'impôt, donc une déduction fiscale de $7 000 que vous pouviez recevoir pour l'achat d'un véhicule électrique. Tout cela étant conditionné au fait qu'une partie graduelle des composants et des métaux de sa batterie proviennent des États-Unis ou d'une liste de pays définis, graduelle au fil des années où le seuil augmentait suivant les années. Ce crédit d'impôt, il a donc été supprimé et d'autres ont été fortement réduits, comme ceux dont bénéficiaient les projets éoliens et solaires pour leurs investissements et leur production, comme celui qui portait aussi sur la production d'hydrogène, dont la période de disponibilité a été réduite. Et là, on observe tout de même un vrai parti pris, car les projets éoliens et solaires se voient imposer des conditions plus difficiles que d'autres formes de production d'électricité. Cette loi, elle était fortement débattue et elle a fait l'objet de nombreuses oppositions de la part des parlementaires américains, y compris républicains, et cela pour différentes raisons. En particulier parce qu'elle était jugée trop dépensière du fait de l'accroissement des budgets régaliens, ainsi que du fait de la suppression des dépenses sur la santé et sur le développement de ces sources d'énergie décarbonées. Il faut rappeler en effet que l'ensemble du parti républicain n'est pas opposé à la logique de transition énergétique. Vous avez par exemple certains États républicains qui possèdent d'ores et déjà des mix électriques en partie décarbonés, notamment grâce à l'éolien. C'est le cas notamment de l'Iowa, du Dakota du Sud, de l'Oklahoma ou encore du Texas. Et face à cette opposition, Donald Trump n'a pas hésité à faire pression publiquement sur certains sénateurs républicains qui avaient témoigné de leur défiance vis-à-vis de ce projet de loi. Pour finir, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la COP30 au Brésil. Et il n'a échappé à personne que Donald Trump a retiré d'abord les États-Unis de l'accord de Paris, et puis plus récemment, au cours de son discours à l'ONU, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, il a déclaré que le changement climatique était, je cite, la plus grande arnaque de l'histoire. Et c'était sans doute pas la première déclaration de ce type dans sa bouche. Comment la gouvernance climatique internationale et les objectifs de décarbonation peuvent-ils continuer à progresser en dépit de l'opposition de Washington ? Tout à fait, l'attitude des États-Unis, en se retirant de l'accord de Paris pour la deuxième fois, est effectivement un sévère contre-coup pour la lutte contre le changement climatique.
Tout d'abord, ce retrait fragilise le cadre des négociations climatiques et celui de l'accord de Paris, qui avait avant tout été permis par un consensus entre États-Unis et Chine sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. En se retirant de cet espace, les États-Unis laissent finalement une influence élargie à la Chine, que ce soit au niveau des négociations climatiques ou au niveau des marchés de la transition énergétique sur lesquels leurs entreprises pourraient se trouver affaiblies, notamment par la suppression des crédits d'impôt qu'on évoquait. Face à ça, l'Europe se doit aussi de s'investir dans ce vide laissé par les États-Unis pour ne pas laisser une trop grande place à la Chine. Je dirais aussi que cette décision américaine engendre une baisse de financement, évidemment, de la transition énergétique mondiale, puisque les États-Unis ont supprimé leur agence de développement international, l'USAID. Ils se sont retirés des partenariats pour une transition énergétique juste, dans lesquels ils étaient engagés, et ils ont supprimé leur contribution à venir au Fonds vert pour le climat. Enfin, on peut dire que la Maison-Blanche envoie un signal préjudiciable à travers le monde, puisque beaucoup de pays aujourd'hui qui dépendent du charbon s'interrogent sur la pertinence de fermer leurs centrales à charbon, alors même que, à l'inverse, ils voient les États-Unis, pays développés, première puissance économique mondiale, qui sont en train de prolonger la durée de vie de leurs centrales, voire, selon certains commentaires de l'administration qui sont à prendre avec du recul, mais voire peut-être de rouvrir certaines centrales à charbon. Est-ce qu'il y a quand même quelques raisons d'espérer ? Oui, le tableau n'est pas totalement noir. On peut dire, par exemple, que de ce qui ressort des premières estimations qui sont faites concernant l'avenir des émissions de gaz à effet de serre américaines, qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'il est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, ces estimations évoquent plutôt une atténuation de la baisse des émissions américaines plutôt qu'un retour à une hausse des émissions. Parce que le phénomène de transition reste structurel et il est porté par d'autres acteurs que la seule Maison-Blanche, notamment les entreprises, les États fédérés, qui restent intéressés également par le développement de projets renouvelables malgré l'opposition fédérale qui existe. Il faut aussi noter qu'en dépit de leur importance, les États-Unis ne représentent entre guillemets que 11% des émissions mondiales. La bataille se joue donc aussi ailleurs, notamment auprès de pays émergents comme l'Inde, comme le Brésil, comme les pays du Golfe, les pays d'Asie du Sud-Est. Et cela doit passer notamment par des partenariats qui soient mutuellement bénéfiques pour ces pays, afin que ces États puissent poursuivre leur croissance économique dans une logique plus durable. Il sera aussi évidemment important d'observer ce qui va se passer à la COP de Belém, qui s'ouvrira le 10 novembre prochain. On ne sait pas encore si les États-Unis vont y envoyer une délégation, mais si c'est le cas, il faudra pour le Brésil s'assurer que cette délégation n'est pas venue avec l'objectif de faire de l'obstruction pure et simple. Il faudra aussi s'intéresser au fait ou non de ce qui sera développé en matière de mise en œuvre concrète des règles et des stratégies qui ont été adoptées ces dernières années. Parce que le besoin aujourd'hui est grandement dans la mise en œuvre de ces actions, davantage que dans l'établissement de nouvelles règles. Thibaut Michel, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son étude sur la nouvelle politique énergétique des États-Unis, disponible sur le site de l'IFRI, ifri.org. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.